Bonjour. Alors, bonjour, bonjour. Alors, je vais commencer à présenter, hem, encore. Alors, on est un For Jeunes Waterloo, c'est une association basée en Belgique, à Waterloo, et on se charge d'informer les jeunes, sur plusieurs domaines. On a un domaine spécial qui est le voyage, et on a un projet qui s'appelle Youth on the Move, et où on aide les jeunes à voyager en partageant des témoignages des personnes qui sont parties à l'étranger comme Bastien. Et dans ce webinaire, on a Bastien qui va nous parler du slow travel. Il est originaire de la Belgique et il est parti en Amérique du Sud et il a une très, 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 très belle histoire à nous raconter. Hem, alors moi, j'invite tout le monde à couper sa caméra et le micro aussi. Ça, on pourra, suivre, la présentation. Accepter. Attendez. De Bastien. Voilà, et Bastien, je te laisse commencer. Vas-y. Merci, un grand, grand merci. Bonjour à tous, ça me fait très plaisir de vous retrouver, ce soir pour parler un peu de voyage et puis vous partager cette expérience que j'ai eu l'occasion de commencer, il y a maintenant 4 ans, il y aura bientôt 4 ans. Donc un voyage au gré des gens. Hem, donc pour, parler un peu de ce voyage, c'est un voyage qui a duré donc 3 ans. Je suis revenu il y a juste 1 an aujourd'hui. Ça a été 150 nuits chez diverses personnes que j'ai rencontrées, 300 véhicules en autostop et puis, voilà, 35 000 kilomètres. Alors, mais d'où vient cette idée de voyage? En fait, je terminais, un cursus en droit. En fait, je j'ai étudié le droit pendant 5 ans et à la fin de ces 5 ans, donc j'avais 23 ans et je me suis dit: «J'ai envie de casser un peu, ce que je connais et d'aller découvrir un peu, d'autres endroits, d'autres personnes». Et puis, en fait, depuis toujours, heu, j'avais mon temps qui était organisé à l'avance. Je savais exactement ce que j'allais faire dans l'année qui suivait ou les 2 années qui allaient suivre et je me suis dit: «Allez, pour une fois, j'ai envie de partir et pas savoir combien de temps, ni jusqu'où j'irai». Et donc voilà, je suis parti le 18 novembre 2018 en autostop, mais il y a eu cette question de comment voyager. Hem, Comme je vous comme co le thème un peu de cette réunion, c'est le slow travel, donc c'est une manière de voyager qui me touche particulièrement. Ça regroupe en fait tous les types de voyages lents, où on prend le temps de voyager, où on prend le temps de rencontrer les gens, de rester dans un lieu, de s'imprégner du lieu, et cetera. Et il y a plein de manières de voyager, en slow travel, donc à pied par exemple, en vélo, en autostop. Hem, donc moi j'avais plusieurs possibilités. Je me suis dit: «Bah, j'ai envie de voir ce que je peux faire en autostop». Parce que ça faisait quelques années que je voyageais, heu, en Belgique et en Europe en autostop et je voulais voir, bah, ouais, jusqu'où est-ce qu'on peut aller en autostop. Donc je suis parti, j'ai dit au revoir à la famille le 18 novembre 2018, direction le sud de l'Espagne. Je savais que je voulais aller jusqu'au Brésil, je savais que je voulais aller en Amérique du Sud en tout cas et on m'avait dit qu'il y avait des périodes pour traverser l'Atlantique et ces périodes, donc ça débute en octobre à peu près jusque, mars. Donc ici, j'étais à peu près en décembre à Gibraltar. Je suis d'abord passé à Lisbonne et voilà, donc en décembre à Gibraltar, c'était un peu tard pour, rencontrer, une personne ou une famille qui partait, vers l'Atlantique, mais c'était encore faisable. Et pendant ce temps, donc à Gibraltar, j'ai vécu dans un appartement avec différents voyageurs qui voyageaient aussi en autostop, qui cherchaient aussi un voilier stop. Et ça a été une super expérience et en tout cas la première fois où je me suis rendu compte, bah, en fait, on peut, occuper un espace en échange, de son temps. Et là, en tout cas, dans cette maison-là, ce qu'on proposait, à la personne qu'on avait rencontrée d'ailleurs sur le port, c'était de repeindre son appartement en échange de pouvoir y vivre le temps qu'on trouve chacun, une embarcation. Et donc voilà, je suis resté là-bas quelques temps jusqu'à rencontrer une famille, californienne qui voyageait depuis la Croatie en voilier. Heu et puis ensemble, on a commencé un voyage de 2 semaines en passant par, les îles Canaries et puis en arrivant jusqu'au Cap-Vert.
Et alors au Cap-Vert, moi j'ai décidé, enfin oui, je vais vous montrer une petite vidéo de ce que comment c'est un peu sur l'océan. Donc on voyait souvent des dauphins un peu le matin et le soir. On était sur ce petit bateau qui s'appelle Tidal Dancer. Bah, voilà, on faisait la cuisine, le bateau ça bouge, donc on avait un espèce de four comme ça qui bougeait avec le mouvement du bateau. Et puis bah, sur l'Atlantique, de manière générale, on n'a pas croisé énormément de bateaux. On croisait de temps en temps quelques paquebots, mais c'était assez rare finalement. Et finalement, après, hop, juste passer ça. Voilà. Après 2 semaines sur la mer, on est arrivé au Cap-Vert. Là, je me suis séparé de cette famille qui décidait de partir jusqu'aux Caraïbes, et moi j'avais envie d'aller au Brésil, et puis j'avais envie de m'arrêter un peu plus longtemps au Cap-Vert, donc bah, je me suis arrêté là, j'ai rencontré d'autres gens, euh, euh, dont Marcelo et Ilidio, qui sont sur cette photo. J'ai vécu chez eux pendant 2 semaines. Eux, ils tenaient un centre culturel. Et pendant ces 2 semaines, bah, on a échangé pas mal. Et puis j'ai cherché encore un voilier stop. Donc voilà, quelques images du Cap-Vert. Jusqu'à donc rencontrer William, un Français originaire de Nîmes, qui était fraîchement retraité et qui voyageait vers l'est, non, vers l'ouest, en voilier. Et ben, après un court échange, il m'a dit, bah, si tu veux, on peut partir demain, en fait, direction le Brésil, mais d'abord en s'arrêtant dans d'autres îles du Cap-Vert. Et c'est comme ça qu'on a entamé la deuxième partie du voyage en voilier stop, depuis le Cap-Vert jusqu'au nord-est du Brésil, Natal, sur ce bateau qui s'appelait Calizé. Alors, comment ça se passait sur la mer? L'idée, c'était de se partager un peu les différentes tâches à faire sur le bateau. Et puis, en fait, on avait des panneaux solaires et un pilote automatique. Donc, le jour, on pouvait juste décider du cap et le bateau naviguait seul. Mais par contre, la nuit, on n'avait pas suffisamment d'électricité. Et donc, on devait faire ce qu'on appelle des quarts de nuit. Donc, toutes les 3 heures, on échangeait. Je prenais 3 heures pendant que William dormait, et puis lui prenait 3 heures, etc. Et on naviguait, on conduisait le bateau comme ça. On avait aussi sur le bateau un GPS qui nous disait plus ou moins où on se trouvait sur l'Atlantique. Et grâce à ça, on pouvait déterminer quel cap, comment changer le cap, et puis quel cap prendre ensuite. Et puis un matin, après à peu près 2 semaines, j'ai eu la chance d'apercevoir ou d'entreapercevoir les côtes brésiliennes. Donc là, on voit un petit peu sur cette photo que se dessinent les côtes brésiliennes et un peu les buildings. Et du coup, c'était très chouette comme moment. Et voilà, arrivé au Brésil, là, ça faisait à peu près 6 mois que j'étais parti de chez moi. Euh, mais le voyage en autostop continue au Brésil avec beaucoup de camions stop en fait. J'ai rencontré beaucoup de camionneurs qui font des grandes distances dans ce pays-là. Au Brésil, faire de l'autostop, c'était pas forcément simple. J'ai beaucoup attendu, mais d'une certaine manière, c'était aussi un moyen de travailler la patience. Et je me souviens qu'au tout début de mon voyage, quand j'attendais 1 ou 2 heures, ça me paraissait énorme. Et à la fin, en fait, ça m'arrivait d'attendre 4, 5, 6 heures. Et bah, là, ça me paraissait toujours long, mais du coup, la relation au temps change un peu. Et au Brésil, j'ai eu l'opportunité de rencontrer pas mal de gens, et puis pas que au Brésil, hein, dans plein d'endroits sur le chemin que j'ai parcouru, donc des gens qui spontanément m'ont ouvert leurs portes, comme ici la famille de Ismaël, dans le sud du Brésil. Mais cette question du dodo, c'est quelque chose qui est souvent revenu, de se demander, bah, ok, je sais pas, enfin, il est 14 heures, je vois que tout doucement on se rapproche de la fin de l'après-midi, bah, où est-ce que je vais dormir ce soir? Et ça, c'était souvent une question. Au départ, ça me tracassait beaucoup, et petit à petit, je me suis habitué à me dire simplement, ben, on verra. Et soit je rencontrais des gens, ou parfois je dormais là où je pouvais dormir, hein. Il y a eu notamment une nuit dans une soute d'un camping-car, par exemple. Et ça, c'était la première nuit du voyage, donc c'était assez chouette aussi, pas loin de Paris.
puis quelques nuits sous des ponts ou sous des endroits un petit peu couverts pour ne pas ressentir l'humidité et être protégé. Ou encore, et ça, je l'ai fait ça quand même pas mal, des nuits dans des stations-service. Là, on peut voir mon lit en dessous de Imperador. Vous pouvez voir sur cette photo, il y a le petit Imperador. Et en fait, on voit mon lit. Je dormais là parce que c'était une manière aussi de me sentir en sécurité, d'être dans un endroit ouvert 24 heures sur 24. Ce n'était pas forcément les nuits les plus reposantes, mais c'était quand même chouette de pouvoir me sentir en fait en sécurité. Et donc après quelques mois, je finis par arriver en Argentine et puis au Chili. En Argentine, de la même manière qu'avant, je rencontre des personnes et puis je propose en fait d'aider les personnes chez qui je loge dans leurs tâches ou dans leurs travaux. Et puis bon, là ici, il y a eu cette opportunité d'apprendre à souder et puis d'aider dans la soudure. Il y a eu de la charpente, il y a eu du travail en musique et en enregistrement, et plein de petits boulots comme ça qui se sont mis un peu spontanément. Et donc, en arrivant ensuite au Chili, à Santiago, j'ai décidé de remonter vers le Pérou et de traverser le désert d'Atacama, qui est un désert qui est situé plutôt au nord du Chili. Et tout doucement, en fait, d'arriver jusqu'au Pérou, et Bolivie. Là, on était à peu près, ça faisait environ un an et 3-4 mois que j'étais parti, plus ou moins. Et en fait, ce qui m'a beaucoup touché pendant le voyage et ce qui me touche encore jusqu'à aujourd'hui, c'est la musique que j'ai pu découvrir, écouter, et puis les instruments que j'ai pu découvrir aussi. Et aujourd'hui, en tout cas, parce qu'on en parlera un petit peu après, mais ce qui rythme un peu ma vie, c'est la création d'instruments de musique et pas mal d'instruments qui sont directement inspirés de ce que j'ai pu voir ou même des instruments qui existent en Amérique. Et donc voilà, j'ai emprunté la route jusqu'au lac Titicaca où j'ai aidé un pêcheur à pêcher sur le lac pendant quelques jours. Puis je suis repassé en Argentine, qui se trouve en dessous de la Bolivie. Je suis retourné au Chili et là, il y a eu un retour pour une durée un peu indéterminée. Je suis arrivé en 2020, donc janvier 2020, au Chili. Et à partir de ce moment-là, à partir de mars 2020, il y a eu le Covid et les frontières se sont fermées. Donc je suis resté au Chili, d'une certaine manière malgré moi, mais je sens que c'était aussi un besoin pour moi de m'arrêter et de prendre le temps, encore plus. Donc la première chose que j'ai fait, c'est que je suis allé dans le sud du Chili, enfin le sud du Chili par rapport à Santiago, qui est pas vraiment au sud-sud-sud, mais un endroit où il y a une nature assez abondante et où j'ai eu l'occasion en fait de vivre dans une vie assez proche de la nature, assez en connexion avec la nature, dans une petite maison. C'est un endroit qui pratique le woofing. Je ne sais pas si vous connaissez, peut-être d'ailleurs. C'est en fait, bon, moi je faisais pas trop de woofing ou de workaway, mais c'est deux plateformes ou applications via lesquelles on met en contact des voyageurs et puis des lieux. Les voyageurs proposent leur temps et puis les lieux proposent un logement ou donc un espace pour dormir ou de la nourriture, etc. Donc c'est aussi une manière de voyager. Et cet endroit-là, en tout cas, proposait ça. Sur des courtes périodes, en général, c'est 2-3 semaines, un mois parfois. Mais ici, avec le Covid, finalement, je suis resté là quand même à peu près 4 mois. Et on vivait, en fait, on avait des vaches, on faisait la traite des vaches pour faire du fromage qu'on gardait pour notre consommation personnelle parce qu'on n'en avait pas forcément pour en vendre. On avait des bœufs avec nous qui nous aidaient dans les tâches comme transporter du matériel lourd d'un endroit à un autre ou alors travailler la terre, etc. Ça, c'était aussi intéressant de se rendre compte et puis de faire quelque chose, de créer ou de réaliser une tâche avec un animal, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Et puis bon, on avait un lac sur lequel on allait pêcher du saumon aussi. Et la rivière de laquelle on tirait l'eau pour boire. Et donc voilà, c'était un espace dans lequel tout était connecté, en tout cas la nature était connectée, et c'était très très intéressant de vivre cette expérience-là.
Et puis, petit à petit, là, ça faisait à peu près 2 ans, enfin presque 2 ans que j'étais parti. Petit à petit, j'ai eu envie de bouger et j'ai eu l'opportunité de remonter un peu dans le Chili jusqu'à un lieu qui s'appelle la Bella Ecoaldea. Euh, Dernier lieu dans lequel je suis passé pendant ce voyage et où je suis resté 1 an. C'était un lieu aussi très connecté à la nature, connecté pas aux êtres vivants, mais aussi entre les êtres humains, avec une vie assez ritualisée et avec beaucoup de moments de partage, d'échange entre tout le monde. Et ça, et on était aussi beaucoup plus dans cet endroit-là. C'était vraiment, vraiment une expérience très enrichissante. Euh, et on a en fait essayé et on a travaillé ensemble pour essayer de construire tout un potager, un grand potager tous ensemble. Et d'ailleurs, on était en plein dans le confinement. J'ai l'impression que c'est un peu ce que beaucoup de gens ont fait sur la planète, mais bon, voilà. C'était aussi notre objectif, essayer apprendre à vivre ensemble et puis apprendre à vivre avec ce qui nous entoure. Et donc, voilà, ça a été une expérience qui a duré 1 an. Et puis après 1 an, donc ça faisait 3 ans que j'étais parti, j'ai eu l'envie de revenir en Belgique. J'ai eu l'envie j'avais plus l'énergie pour voyager en autostop, même si le Covid s'était arrêté ou quoi que ce soit, j'avais plus vraiment envie de voyager de cette manière. Donc j'ai décidé de revenir. Et là, par contre, je suis revenu en avion. Je n'avais pas forcément l'énergie pour revenir en autostop. Euh, et puis, en fait, c'était pas forcément faisable non plus avec les frontières qui étaient encore fermées. Et donc, j'ai fait la surprise à mes parents et à mon frère d'arriver et puis sans prévenir un petit peu euh, du jour au lendemain. Comme ça, c'était assez émouvant. Donc voilà un peu le tracé du parcours. Euh, et de tout ce voyage est né un projet par lequel aussi je vous parle aujourd'hui, un projet qui s'appelle Caluse, un projet donc de partage de, de ce genre d'expérience, puis partage de la musique et aussi création d'instruments de musique, instruments euh, que j'ai appris à construire là-bas sur place. Et ben voilà, des petits concerts avec ces instruments de musique qui sont les flûtes natives amérindiennes et qui me touchent particulièrement. Voilà, ça a été assez court pour résumer ces 3 années et en même temps, ben voilà, je vous ai partagé un bref aperçu et Me puis un voilà. grand merci en tout cas de m'avoir proposé cette collaboration et puis merci pour Merci votre à toi. écoute et n'hésitez pas si vous avez des questions ou quoi que ce soit, c'est avec plaisir que j'y réponds. Voilà. Super. On va vous demander tous d'allumer vos caméras et les micros, comme ça, toutes les personnes qui veulent poser des questions pourront le faire. On a aussi un chat, hein. Dans le chat aussi, vous pouvez mettre les questions si vous le désirez. Mais on peut aussi faire ça en live. Bonjour Jean-Pierre. Euh, Bonjour, salut Bastien, je suis Salut. l'oncle de Bastien. Évidemment, on a alors, été bien au courant de tout. Vous m'entendez? Oui, oui, on vous entend. Oui. Oui. Donc, les questions, on lui a déjà beaucoup posé, mais c'est intéressant de ce retour rapide sur ce périple qui était un Oui. petit peu fou, vu de notre fenêtre, ne pas savoir le soir où on va dormir, partir comme ça. C'est quand même pas C'était mal, vraiment très courageux effectivement. de sa part et Ah, vous l'avez reçu, c'est ça? voilà. Ah, d'accord. D'accord. Donc moi, alors, Jean-Pierre a mis sa caméra, mais je demande aux autres, est-ce que vous pouvez activer le micro comme ça et la caméra, comme ça on vous voit et c'est un petit peu plus convivial. euh, une tête sur toutes les personnes qui sont venues. Alors, je vois Augustin. Salut Augustin.
Et Bonsoir, est-ce que quelqu'un a une merci pour l'intervention. Avec Oui, est-ce que plaisir. tu as une question? Tu as Ouais, une j'avais question 2 peut-être? questions, oui, vous m'entendez bien? Vas-y. Oui, on t'entend très bien. La 1re, c'était par rapport au bateau, tu t'étais formé, enfin, tu avais l'habitude de prendre le bateau, de faire des traversées pour permettre de faire les shifts, même tout ça, c'est quelque chose que tu avais l'habitude de Hem, faire? Moi, j'avais jamais fait de voilier avant. J'ai rencontré beaucoup de gens, enfin, j'ai rencontré, pas mal de personnes. Il y avait des gens très expérimentés et puis des gens, pas du tout expérimentés comme moi et en fait, je dirais que de l'expérience, c'est plus sur le feeling que les gens se basent quand ils prennent quelqu'un en voilier, beaucoup plus que sur l'expérience qu'on a. Parce que, en tout cas, sur la traversée de l'Atlantique, c'est pas de la voile comme en Méditerranée, c'est un peu plus, enfin, c'est pas très très compliqué, je trouve. Et donc, quand quelqu'un est là pour t'expliquer, etc., bah, tu peux vraiment apprendre assez facilement. Et donc, c'est vraiment le feeling qui compte pour le bateau stop pour traverser l'océan Atlantique, je trouve, en tout cas. Genre, vu qu'on va vivre 2 semaines ensemble sur un espace, tout petit comme ça, c'est vraiment important de bien s'entendre, plus que des connaissances qu'on ait, quoi. Oui, c'est tout un défi, j'imagine. Et la deuxième question, c'était par rapport à la durée. Est-ce que tu avais déjà une idée, avant ton départ, de combien de temps tu allais consacrer à ce périple? Ou alors tu as fait vraiment en fonction, de ce qui se mettait en place? J'avais dit à mes parents que je partirais entre 6 mois et 2 ans, parce qu'il fallait quand même donner un peu une idée, de combien de temps j'allais partir. Mais je savais pas en fait, je me suis juste dit, «On verra» et puis, on verra quand est-ce que je sens que j'ai envie de revenir et c'était ça aussi toute l'idée, c'était de se dire: «OK, pendant autant d'années de ma vie, j'ai toujours eu tout qui était, organisé à l'avance». Je savais que j'allais faire des études après et puis après ci et faire ça comme travail et cetera et j'avais envie juste de pas savoir, quoi. Donc voilà, je m'étais dit: «Quand, je sentirai que j'ai envie de revenir, bah, je reviendrai» et voilà. C'est pour ça, ça a duré 3 ans. OK, merci beaucoup. De rien, merci à toi. De rien, Augustin. Et quelqu'un d'autre aurait une question? Hem, je vois je vois plusieurs personnes. Allô, allô? Philippe, oui. Eh bien, moi, en fait, je suis le papa de Bastien. Oh, OK. C'est intéressant. Il a invité son papa à venir voir, il a donné le lien, donc j'ai cliqué et me voilà donc. Bonjour Donc papa. moi, j'ai vécu ça d'une autre façon avec sa maman, en fait, hein. Justement, comment vous avez vécu ça, vous, de votre côté? Ben, si on avait su qu'il allait partir pendant 3 ans, ben, ça aurait été très, très, très compliqué, je pense, de se dire, de penser à ça. Mais donc le fait de ne pas savoir combien de temps il partirait, que ça reste vague, je crois que c'est le mieux, quoi. De toute façon, D'accord. lui-même ne savait pas combien de temps ça durerait et donc là, ça va et je dirais que c'était la première année qui était la plus difficile, en tant que parent, quoi. Mmh. Heu, donc c'était pas Parce que pas vous ne toujours saviez pas facile. Pardon? vous ne saviez pas s'il allait retourner quand il allait retourner, c'est ça? Pas du tout, non. Ouais, d'accord, d'accord. Maintenant, avec la technologie et WhatsApp, heu, c'est quand même, très, très bien, hein. C'est quand même très, très bien, c'est plus rassurant, je dirais, d'avoir un contact assez facile Oui, tout à fait. et je Alors dois même dire que c'était plus facile de contacter Bastien que son frère à Bruxelles. Ouais, c'est clair. alors, bah, super, mais merci Philippe pour le témoignage. J'ai là Laura qui me dit: «J'ai 21 ans et cela fait 1 an que je vadrouille un petit peu, où j'ai connu les grandes joies du stop. Je suis toujours entre 2, de rester un petit peu posée au même endroit. Je voulais te demander comment as-tu vécu l'incertitude de ton périple?» Voilà. Alors, c'est vrai que
Ben, c'est une bonne question en tout cas, mais c'est vrai que partir comme ça, moi je me souviens que je me disais, bah, c'est la liberté, c'est ce que je recherchais, partir et me sentir libre d'aller à droite, à gauche, et puis de me laisser porter vraiment par tout ce qui se passait. Et en fait, c'était un peu cette recherche vraiment de ce que je considérais comme la liberté. Mais finalement, avec le temps, enfin, je me suis rendu compte que le fait de ne pas avoir de limites et de ne pas vraiment savoir vers où on va, c'est finalement une limite par rapport à cette envie de ne pas en avoir. Et ben, je comprends en tout cas si tu as eu ces sentiments parfois d'incertitude, etc., que c'est pas forcément simple à vivre. Et ouais, il y a eu des moments où c'était pas facile, ça, même simplement, tout simplement de perdre peut-être même un peu de sens par rapport à ce qu'on vit. Ou des fois, je me disais, je pense que mon retour aussi a été lié à ça. À un moment, je pense m'être dit que j'avais besoin de retrouver un certain sens, en fait, à mon existence. Et donc, c'était génial, cette expérience. Mais le fait d'être très sans limite, finalement, c'est une limite dans un certain sens. Donc, ça, chacun le vit chacun le vit à sa manière. Et bon, moi, c'est vrai que 3 ans, j'ai senti que j'avais besoin. Mais je suis très content d'avoir expérimenté ça et je pense que c'est pour ça que je suis parti vivre un peu cette incertitude et le fait de pas trop savoir. Mais maintenant, en tout cas, je Mhm. comprends pourquoi c'est bien aussi d'avoir un objectif, d'avoir des rêves et des envies et de se donner des directions. Voilà, ça, je comprends pourquoi j'en ai D'accord, besoin en tout cas. Donc, ok. voilà, je ne sais pas si ça répond, en tout cas. Bah, je pense que ça répond. Dommage qu'on ne puisse pas Ouais, l'entendre, Laura, mais elle dit: «Merci beaucoup pour ta ouais, réponse». Ça, c'est complètement ça. J'ai eu le même ouais, ressenti en étant partie voyager cette année sur cette perte de sens. Elle a eu besoin de retrouver un certain sens. Elle dit que son micro ne marche pas. J'ai une autre ouais, bah, je question de comprends. Marie. Heu, Marie qui dit: «Le retour en Belgique, est-ce qu'il a été difficile pour toi?» Hem, En tout cas, je pense que, le retour de voyage, enfin, c'est quelque chose, c'est une expérience et c'est une expérience que beaucoup de gens, peut-être n'ont pas eu facile à vivre, ou en tout cas appréhendent pendant leur voyage. Hem, Moi, j'ai eu peur de revenir, j'ai eu énormément peur et je pense que ça a joué aussi sur le fait que je sois resté très longtemps. J'avais peur de revenir dans ma vie d'avant, ce qui est en fait, pour les gens qui vont voyager ou qui sont en train de voyager, enfin, il n'y a pas vraiment de vie d'avant parce une fois qu'on a vécu cette expérience, on est quand même transformé. Donc, enfin, tout ce qu'on a pu vivre fait partie de nous et donc notre vie a évolué simplement. Euh, et je pense que pour moi, ça n'a pas été si compliqué. Enfin, pendant 6 mois, je dirais que je ne me suis pas senti très très bien et que j'avais l'impression d'être un peu déphasé par rapport à notre réalité. Le fait d'avoir simplement avoir des plannings et des trucs, et même pour voir des amis, prendre des espèces de rendez-vous parfois 2, 3 semaines, voire plusieurs mois à l'avance, c'était un truc auquel j'étais plus du tout habitué et où je me sentais un peu déphasé. Mais vu que j'ai pris cette décision de revenir et que c'est pas arrivé voilà, au terme de mon voyage, j'avais dit que je pars 1 an, donc je reviens, je pense que je l'ai assez bien vécu. Enfin voilà, je pense que je l'ai assez bien vécu parce que j'avais pas finalement pas vraiment, enfin c'était moi qui pouvais choisir quand j'allais revenir, quoi. Ouais, Mais je comprends et en tout cas, j'avais très peur et je pense que ça a joué aussi sur le fait que je sois parti aussi longtemps, cette peur du retour, quoi. Et je la comprends totalement. oui, 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 oui. Heu, je me demandais si tu avais un pays où tu t'es arrêtée, que tu avais aimé en particulier? Ben, j'ai aimé enfin, j'ai aimé tous les pays dans lesquels je suis passé, mais chaque Ouais. pays avait un peu son identité, en fait, et même chaque région de chaque pays a une identité, et c'est ça que je trouvais cool. Mmh mh. Je me souvenais à chaque fois que je switchais d'endroit et que je passais d'un endroit à l'autre, il fallait toujours un temps d'adaptation, de comprendre un peu comment les choses fonctionnent. Mmh. Et je pense que ouais, il y a des choses qui m'ont marqué dans certains pays et que j'ai beaucoup aimé, et puis d'autres choses qui m'ont marqué dans d'autres pays que j'ai beaucoup aimé aussi. Et bon, je me suis très bien senti au Brésil, très bien senti en Argentine aussi, mais
De manière générale, j'ai adoré un peu partout où je suis passé, quoi. D'accord. Ouais. Il y a un moment, tu t'es arrêté, tu m'as dit, tu t'es arrêté, tu nous as dit que tu t'es arrêté au Chili plus longtemps Mmh. et la Bea Ecoaldea. Alors, je ne sais pas si c'était au Chili ou c'était dans un autre pays. C'était au Chili, c'était au Chili. C'était au Chili. Ouais. Donc, le temps où tu t'es arrêté, est-ce que tu as trouvé ça plus revigorant ou différent? Parce que c'était un moment où je crois qu'on était tous dans le covid Mmh. et on a tous pris le temps de faire les choses. Est-ce que tu as trouvé ça plus intéressant de s'arrêter plus longtemps? Ben, enfin et oui, et pour revenir aussi sur le concept du voyage lent, j j'ai je me suis enfin, en tout cas, ce que j'ai vu, quand j'analyse le voyage maintenant, je me rends compte qu'au tout début, quand on me proposait de rester chez des gens, je restais une nuit ou 2 nuits et puis à un moment donné, une semaine et puis à un moment donné, un mois et demi, 2 mois et puis finalement, il y a cette prise de conscience que plus on reste et aussi bah, plus on expérimente aussi la vie ou plus en tout cas on, on, on apprend un petit peu à l'intégrer. Et là, j'avais envie de m'arrêter pour. Enfin, je n'avais pas vraiment prévu combien de temps j'allais rester dans cet endroit, Mmh. mais j'y suis resté 4 saisons. Donc, c'était 4 saisons fort marquées, comme ici, avec été, hiver, automne et printemps. Et ça, je sens que c'est ce que j'avais envie de vivre, voir un peu comment l'environnement dans lequel je vis à 15 000 km de chez moi évolue d'une saison à l'autre. Et Mmh. bah, c'était chouette parce que, en tout cas, dans cet endroit-là, je me suis fait des amis, j'ai créé des relations, j'ai j'ai fait plein de choses que je n'ai pas fait pendant le reste du voyage. Et ça, pour rejoindre la question précédente, Oui. par rapport à l'incertitude et peut-être même la solitude. Et je pense Mmh. qu'après 2 ans de switcher de personne en personne et de jamais vraiment créer une relation profonde avec des gens, j'en avais besoin en tout cas. Et maintenant, je me rends compte de pourquoi c'est important ou pourquoi c'est important pour moi. Et là, là-bas, dans l'abaya, à l'abaya, c'est ce que j'ai pu vivre en fait. Donc ouais, D'accord. je sais pas si, Bah, si c'est... super et niveau, alors moi ce sont mes questions, mais je disais niveau, personnalité, parce que j'imagine qu'un voyage ça change, surtout des voyages de 3 ans. Heu, En tant que personne, tu te trouves plus mûri, plus grandi et comment? Bah, oui, en tout cas, toutes les expériences qu'on vit dans la vie nous font grandir, hein. Et bon, bah, oui, beaucoup de gens s'accordent sur le fait que le voyage, ça fait grandir ou ça fait évoluer. Et je pense que c'est parce que dans un temps court, on peut vivre beaucoup de choses, en fait. Hem, je sens que bah, oui, je sens que j'ai évolué peut-être par rapport à ma manière d'appréhender le futur, Ouais. notamment, hein, juste pour revenir à un exemple hyper concret du fait de ne pas savoir où je vais dormir. Je me souviens qu'au tout début du voyage, c'est le futur à court terme. Mais je pense que ça permet aussi d'apprendre à relativiser aussi le futur à long terme. Mais au tout début du voyage, le fait de ne pas savoir où j'allais dormir le soir, ça me stressait énormément. Et petit à petit, je me suis rendu compte, bah, dans tous les cas, je serai capable à ce moment-là de me gérer et puis de trouver un endroit safe, etc., etc., etc. Et l'autre fois, je parlais avec un ami, on parlait justement du futur, mais à plus long terme, et lui me disait, tu sais, moi, je pense que le jour où j'aurai 70, 75 ans, bah, j'aurai toute une vie d'expérience et je serai capable de, 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 de m'autogérer et puis de me retrouver dans un endroit cool, etc. Et finalement, donc, ça permet de relativiser son futur. Je pense que relativiser ce qui vient après, c'est un gros apprentissage pour moi. Et c'est ça qui permet aussi de prendre des chemins pas forcément évidents ou pas forcément logiques. Oui, tout à fait, Euh, tout à fait. hmm. OK, mais très bien. Hem, alors je demande encore une dernière fois s'il y a quelqu'un qui souhaite poser une question. En attendant qu'il y ait quelqu'un s'il y a quelqu'un qui souhaite poser une question, je partage Est-ce que, avec vous ah, oui, vas-y. C'est Laura? alors j'ai essayé de faire des modifications. Est-ce que vous m'entendez bien Oui, ou?
Oui, ça Ouais, va, on OK, t'entend. super. Cool, parfait alors. Ouais, Tu je souhaites voulais poser une revenir question? ouais, en fait, je voulais revenir du coup, sur ce que tu as dit Bastien par rapport, au fait justement de, bah, construire des relations peut-être, enfin connaître vraiment les gens plus en profondeur et ça en fait enfin j'en ai fait un peu l'expérience du coup cette année et c'est un peu aussi, ouais, ce qui m'a manqué, le fait que même en restant, 3 semaines, un mois dans un endroit, je trouve que ça reste quand même assez éphémère et finalement, c'est pas forcément des personnes qu'on garde dans nos vies, en dehors, de l'espace du voyage, en fait. Je sais pas si tu as eu la même enfin, si tu as gardé, toi, peut-être contact avec des personnes, en après ton voyage, du coup? Mmh. Hem, c'est vrai qu'il y a des gens et c'est marrant, mais bon, la vie est comme ça même quand on voyage pas, hein, j'ai l'impression. Il y a des gens avec qui, tout de suite, on établit une relation où on se sent hyper connecté, où on se sent, comme si on s'était toujours connus et parfois et en tout cas, il y a des personnes comme ça que j'ai rencontrées où on est resté 1 semaine ou 2 semaines, ensemble et puis finalement, encore à l'heure actuelle, on s'envoie des messages. C'est très facile aujourd'hui d'échanger via les réseaux. En plus, maintenant, via Instagram, on peut vraiment enfin, on a vraiment des infos de ce que font les gens qu'on a rencontrés, à l'autre bout du monde, quasiment en temps réel et donc je pense qu'il y a 10 ou il y a peut-être 10 ans, c'était pas la même chose. En tout cas, aujourd'hui, avec tous les moyens de communication qu'on a, ça permet de garder un contact. Maintenant, à voir quel type de contact on garde. Et puis, ça dépend en fait enfin, ça dépend que de nous aussi de prendre le temps Ouais, d'alimenter complètement. ces relations-là, quoi. Mais aussi, il y a des gens avec qui j'ai été très ami, etc. Et puis, bah, avec qui je parle plus forcément, mais de temps en temps, on s'envoie un message. Et qui sait, peut-être que dans 15 ans ou 20 ans, quelqu'un que j'ai rencontré, avec qui je parle pas forcément, me dira je suis à Bruxelles et que je serai à Bruxelles et puis qu'on se recroisera, quoi. Et j'ai l'impression que par rapport à même mes amis d'enfance ou de secondaire ou d'université, j'ai l'impression que c'est aussi un peu comme ça. Des gens avec qui j'ai été très fort proche à un moment donné et puis de qui je m'éloigne et puis peut-être qu'un jour je serai encore fort proche et voilà, quoi. Je pense que la vie est un petit peu comme ça aussi. Ouais, 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 complètement. Mais c'est vrai que c'est Mmh. rigolo parce que tu as vraiment appuyé sur cette notion de prendre le temps et je pense que c'est là tout mon challenge de prendre le temps dans le quotidien enfin, du coup, dans le quotidien, en dehors du voyage, quoi, finalement. Mmh. Ouais, c'est clair. C'est clair que enfin, c'est cool, en tout cas, en voyage, on se donne le temps de prendre le temps. Ce qu'on fait pas, dans la vie de tous les jours, on essaie toujours d'en faire plus avec le temps qu'on a et donc finalement, on court beaucoup. Enfin, ça, c'est bon, moi, c'est un peu comme ça que je suis, quoi. Je sais pas les autres, mais Ouais, bah, voilà. ouais, ouais, bah, complètement. OK, bah, merci en tout cas, du coup, d'avoir répondu à mes questions. Bah, de rien, merci à toi, en tout cas. J'ai une question de Camille qui demande: «Comment fait-on pour trouver Ouais. les embarcations?» Ouais, très bonne question pour ceux qui veulent voyager en voilier stop. Bah, je pense que la première chose à faire, c'est regarder les périodes, durant lesquelles ça se fait, la traversée. Donc comme je vous expliquais, la période pour traverser l'Atlantique, c'est plutôt octobre jusque mars, je dirais. Parce que c'est à ces moments-là qu'on «maximise» entre guillemets nos chances de rencontrer des gens qui traversent. Donc, ça, c'est la première chose à faire. Et une fois que c'est fait, il y a plusieurs manières de faire. Hem, moi, j'en vois 3. La première manière, c'est d'aller sur place, dans le port, vivre, près du port ou quoi, donc ça, c'est ce que je faisais. Et puis, aller à la rencontre des gens, discuter, expliquer qui on est, d'où on vient et c'est comme ça qu'on crée le feeling. Ce que je disais que c'était vraiment je pense vraiment que c'est le feeling qui crée la possibilité plus que l'expérience en voile qu'on a. Hem, donc ça, c'est une première manière, c'est aller au contact des gens, les rencontrer et cetera. Moi, j'ai trouvé mes 2 bateaux comme ça. Et puis les 2 autres méthodes, que j'ai vues et que j'ai fait aussi, mais qui n'ont pas forcément, abouti, mais toutes ces méthodes ont abouti pour d'autres amis que j'ai rencontrés. La deuxième méthode, c'est de poster, un espèce de petit CV expliquant d'où on vient et où on va dans, les marinas. Donc les marinas, c'est les ports, où il y a des voiliers qui s'arrêtent pendant leur voyage.
Ça, c'est une deuxième manière, parce qu'il y a parfois des skippers, enfin des personnes qui sont propriétaires de bateaux, qui recherchent des gens pour traverser. Et donc, il y a toujours au marina un petit endroit où il y a des espèces d'avis et des propositions. Et puis la troisième manière, c'est via Internet. Il y a des plateformes, donc il y a des forums. En tête, il y a la bourse aux équipiers, je crois que ça s'appelait Find a Crew. Donc Find a Crew, la bourse aux équipiers, je ne sais pas du tout où ça en est à l'heure actuelle, toutes ces plateformes, parce que ça fait quelques années. Et puis il y a des groupes Facebook aussi, et je crois que c'est même les mêmes noms, donc la bourse aux équipiers et Find a Crew sur Facebook. Ça, c'est une dernière manière de trouver une embarcation. Donc, c'est de poster une annonce, d'expliquer qui on est, d'où on vient, où on veut aller, dans quel créneau, et puis aussi nos compétences, et puis qu'est-ce qu'on aime dans la vie, pour que les gens puissent un peu nous connaître. Donc voilà, pour moi, c'est les 3 manières de trouver une embarcation. Super, donc en fait, tu es allé au culot, c'est ça? Hein, tu es allé Ouais, directement c'est voir ça. les Ouais. En tout cas, un très grand ça merci à tous. Merci pour votre présence et puis pour vos questions. Ça fait très plaisir de partager cette expérience et puis d'une certaine manière la revivre, et j'espère que ça peut en inspirer, vous inspirer à partir ou à continuer à voyager. Voilà. Et n'hésitez pas, en tout cas, vous avez mes contacts sur la dernière diapo. N'hésitez pas, si vous avez quoi que ce soit comme question à un moment donné, je suis toujours dispo et ça me fait toujours plaisir de répondre aux questions, ou même s'il y a des choses auxquelles vous n'avez pas pensé, auxquelles vous pensez plus tard. Ça me fait toujours plaisir, quoi. Voilà. merci. Super, donc merci beaucoup Bastien pour la présentation, merci, c'était Merci, très Bastien. intéressant. Merci à toutes les personnes qui sont venues. Merci à Jean-Pierre qui l'a accueilli, au papa aussi qui s'est manifesté, Philippe. Merci à toutes les personnes qui ont posé des questions. On est vraiment contente que vous soyez venus. C'était très enrichissant pour moi aussi, hein, et pour nous, pour notre association. On a d'autres webinaires de prévus, dont un le 23 novembre avec Daniela Vargas qui va parler du solo travel. Elle voyage en solo vers l'Asie du Sud-Est. Donc, si ça vous intéresse encore, venez nombreux. Voilà. Si tu as un dernier mot de fin, Bastien, tout va bien? Ça va? Merci à Merci. tous et puis profitez, quoi. Voilà. Très bien. Je vous dis au revoir alors. Au revoir tout le monde. Au revoir. Ciao. Au revoir. Ciao.